bonsoir à tous, bienvenue dans le journal Sujet Plus Télévision. Les titres de cette édition: processus de paix en République démocratique du Congo, alors que Kinshasa et les représentants de l'AFC M23 ont signé un accord de paix à Doha visant l'apaisement des affrontements sont malheureusement régulièrement signalés dans l'est de la RDC. Ces attaques relancent les interrogations sur les motivations réelles du mouvement rebelle et sur la portée effective du document déjà fragile, car certains observateurs s'interrogent déjà sur les motivations derrière cette offensive. Au sommaire également, en visite d'État en Serbie, Félix Tshisekedi a réaffirmé devant la diaspora sa détermination à entériner l'accord de paix de Washington signé avec le Rwanda, tout en excluant catégoriquement tout brassage ou mixage avec les forces négatives. À la une également, une haute cour au Kenya a déclaré jeudi inconstitutionnelle certaines sections d'une loi sur les semences qui empêchent les agriculteurs de partager et de vendre des semences indigènes, une décision qualifiée de victorieuse pour la sécurité alimentaire par les défenseurs de l'alimentation. Voilà tout pour les titres, bienvenue dans le journal. Merci de nous suivre sur Géopolis Télévision. Vous êtes des millions à travers le monde, à travers les plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre partout. Vous êtes des millions, vous faites bien également. Alors que Kinshasa, le sommaire, alors que Kinshasa et les représentants de l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé un accord cadre à Doha visant l'apaisement. Des affrontements sont régulièrement signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces attaques relancent les interrogations sur les motivations réelles du mouvement rebelle et sur la portée effective de ce document signé déjà jugé fragile par certains observateurs. Regardez. À peine l'encre de l'accord de Doha a-t-elle séché que les tirs ont commencé à retentir à nouveau sur les collines du nord et sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo M23 multiplie les assauts contre des positions des FARDC, l'armée régulière, aggravant un peu plus une situation humanitaire déjà délétère. Entre incompréhension et inquiétude, la population locale, elle, semble perdue. Pour les experts, la stratégie de la rébellion consisterait à glaner, dans la mesure du possible, certaines positions du territoire afin d'épaiser sur la table des négociations. Au-delà de la reconquête, la rébellion tenterait d'exprimer son désapprobation vis-à-vis du déploiement des forces régionales. Le mouvement rebelle s'oppose au retour de certains contingents régionaux ou à l'avancée des milices locales hostiles. Les offensives seraient donc un moyen de repousser les groupes armés alliés au FARDC et d'imposer sa propre présence. La stratégie vise aussi d'exercer une certaine pression sur Kinshasa pour l'application de certaines clauses dans l'accord cadre de Doha, les M23 accusant régulièrement le gouvernement congolais de ne pas respecter ses engagements dans les précédents accords. Le M23 accusant régulièrement le gouvernement congolais de ne pas respecter ses engagements dans les précédents accords aurait-il trouvé sa trouvaille destinée à obtenir des concessions politiques, notamment sur la question du retour des déplacés et de l'intégration de ces combattants. En tout cas, tout porte à croire des attaques de la rébellion, d'après certains observateurs, illustreraient des divisions au sein même du M23 entre le pro et les anti-dialogues avec Kinshasa. Pour l'heure, ni le gouvernement congolais, ni les médiateurs du Qatar n'ont confirmé des ruptures du processus. Mais ces nouvelles attaques fragilisent un accord déjà jugé fragile par plusieurs experts, relançant l'interrogation sur la vraie portée de cet accord cadre. Et à propos de ce processus de paix en République démocratique du Congo, sachez qu'en visite d'État en Serbie, Félix Tshisekedi a réaffirmé devant la diaspora sa détermination à entériner l'accord de paix à Washington signé avec le Rwanda en excluant catégoriquement, cette fois-ci, tout brassage ou mixage avec les forces rebelles. Regardez. Visite d'État en Serbie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré vendredi soir le membre de la diaspora congolaise installée dans ce pays des Balkans. Une occasion pour le chef de l'État de prendre la mesure des réalités quotidiennes de ses compatriotes à l'étranger et de réaffirmer la place stratégique qu'occupe la diaspora dans sa vision du développement national. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a salué l'unité et la résilience de la communauté congolaise en Serbie, soulignant son rôle essentiel dans la promotion de l'image de la RDC à l'international. Devant ses compatriotes, il a également annoncé un déplacement imminent aux États-Unis d'Amérique. Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Un document rendu public en toute transparence, mais ne vous laissez pas berner. Il n'y aura ni brassage ni mixage, a déclaré le chef de l'État. Évoquant l'intégration régionale, il a rappelé que cette ambition figurait parmi les priorités depuis le début de son mandat. L'intégration régionale est l'un des mes objectifs depuis mon accession au pouvoir, mais ils nous ont poignardés dans les dos en 2022, a-t-il ajouté, dans une illusion claire aux tensions persistantes
avec Kigali. Pour Félix Tshisekedi, le respect des engagements régionaux ne peut se faire qu'à des conditions précises. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni sans confiance établie. Le président a par ailleurs réaffirmé la volonté de son gouvernement de renforcer les mécanismes d'accompagnement des Congolais de l'étranger dans le cadre des réformes en cours au sein de la diplomatie congolaise. A noter qu'après la chute de Goma et de Bukavu ainsi que l'échec du processus de Luanda, l'accord de Washington et le processus de Doha constituent désormais des volets complémentaires des efforts diplomatiques visant à mettre fin aux conflits persistants dans l'est de la RDC, en particulier ceux impliquant le Rwanda et le groupe armé AFC M23. Et puis dans les secteurs miniers, le ministre de Mines, Luatum Kabamba, a sollicité lors de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres de vendredi 28 novembre 2025 une mission répressive de 3 à 6 mois dans les Grands Katanga. Objectif, une mission qui s'inscrit dans un effort plus large pour garantir une gouvernance minière transparente, stable et une gestion efficace de ressources naturelles. Suivez ce propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Patrick Ilunga. D'autres informations relevant du secteur de mines, faisant suite aux instructions du président de la République au cours de la 47e réunion du Conseil des ministres tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba, pour mettre fin à la précarité croissante des conditions de vie des exploitants miniers artisanaux ainsi qu'à la situation des envahissements récurrents des périmètres miniers industriels, le ministre des Mines a expliqué au Conseil la réponse structurelle qu'il a engagée en 2 volets, à savoir l'institution des zones d'exploitation artisanale ZEA et la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Il a rassuré que la mise en œuvre rapide et coordonnée de ces mesures indispensables est déjà entreprise par le gouvernement dans le but de garantir un encadrement durable et responsable de l'exploitation minière artisanale en RDC, de protéger les investissements et les droits des titulaires, de réduire significativement les phénomènes des envahissements des périmètres miniers, concéder ainsi que la fraude, la contrebande et les activités minières illicites et renforcer l'autorité de l'État dans ces secteurs tels que voulus par le président de la République. Le ministre de Mines a sollicité du Conseil l'autorisation d'engager une mission répressive pour une durée allant de 3 à 6 mois dans les provinces du Grand Katanga, de l'ex-Grand Katanga, la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir l'efficacité et la pérennité de l'intervention pendant cette période et financer les travaux de viabilisation de 137 zones d'exploitation artisanale disponibles, la mise à disposition de fonds nécessaires au fonctionnement des services intervenant dans l'exploitation minière artisanale, notamment les CAMP. Et puis de la province du Haut-Tuélé, les initiateurs de la motion de défiance contre le gouverneur de province, Jean-Baptiste Comito, ont affirmé avoir saisi le Conseil d'État vendredi 29 novembre 2025 pour solliciter l'annulation de la décision qu'ils qualifient d'illégale du vice-ministre des Affaires coutumières pour les députés provinciaux Prosper Madilo Mutubo. Cette décision vient sombrer davantage la province du Haut-Tuélé. Didier Lunga pour le détail. L'interdiction de la séance plénière visant à examiner la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la province de Haut-Tuélé, Jean-Baptiste Comito, par le vice-ministre des Affaires coutumières, qui a instruit formellement le comité provincial de sécurité de sécuriser l'enceinte de l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre. Cette décision provoque l'incompréhension des députés initiataires de la motion pour qui la motion est une prérogative constitutionnelle, voire des sanctions de l'exécutif provincial. C'est une décision vraiment irréfléchie. C'est une décision qui vient sombrer davantage les provinces. Alors qu'il y a des situations dans des provinces, c'est-à-dire on nous interdit, nous les députés provinciaux, des non-prérogatives et nous reconnues par la Constitution. En principe, des décisions pareilles ne pouvaient même pas être exécutées.
Notons par ailleurs que les députés provinciaux d'Yotuele reprochent au gouverneur de plusieurs griefs, dont les malversations financières d'environ 59 millions de dollars, le clientélisme, le népotisme, violation des procédures de passation de marchés publics. Nous reprochons au gouverneur d'Yotuele les détournements des deniers publics. Les recettes de la province, il les gère comme un bien privé. Donc les détournements à un très haut niveau des deniers publics. Nous lui reprochons les compétences et la gestion opaque des recettes de la province. Il y a beaucoup de choses que nous lui reprochons. Et en réalité, il n'est pas un homme qu'il faut à la tête de la province ici. Et sa manière aussi de travailler sur le terrain, et l'hypocrisie, il fait semblant d'être avec le président de la République, alors que lui, il est ailleurs. Nous nous réservons de donner tous les détails maintenant, mais le moment venu, nous serons dans l'obligation de donner les détails pour prouver que les messieurs travaillent pour les côtés de nos ennemis. Il s'est dénoté par ailleurs que les députés provinciaux initiataires de la motion affirment avoir saisi le Conseil d'État pour obtenir de cette instance judiciaire l'annulation de la décision du vice-ministre des Affaires coutumières interdisant la séance plénière visant à examiner la motion contre le gouverneur Jean Bakomito. Retournons dans la capitale congolaise, vous parlez de ce conseil de ministres où les ministres, le secteur de la santé a été mis en évidence pour parler des avancées majeures dans ces secteurs et celui de télécommunications. Le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a présenté un bilan encourageant, marqué notamment par une baisse de cas de maladies épidémiologiques. Dans son côté, José Panda, en charge de télécommunications, est revenu sur l'annonce de la construction du futur siège de l'Union africaine de télécommunications, UAT, ainsi que les efforts en cours pour améliorer l'accès au numérique à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Myriam Likio. Lors du Conseil de ministres du 28 novembre, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel José Kamba, a dressé un tableau rassurant de la situation sanitaire dans la capitale. Il a souligné une baisse significative de cas de maladies épidémiologiques à Kinshasa, résultat de campagnes de sensibilisation, des opérations de vaccination et des efforts de surveillance renforcés sur le terrain. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a présenté les tableaux épidémiologiques du pays avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, le choléra ou encore les Mpox. Au sujet de la maladie à virus Ebola, il a indiqué que notre pays est à 2 jours de la fin du compte à rebours, pouvant aboutir à la déclaration de la fin de cette épidémie. Ceci s'explique par le fait que depuis le 26 septembre 2025, aucun cas n'a été notifié. Au sujet du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas. Dans la ville de Kinshasa, au cours de la 47e semaine, il a quand même été notifié quelques cas suspects. En ce qui concerne le Mpox, par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine est marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas suspects de 209 à 370. Face à ces 3 épidémies, les actions de riposte en cours et tous les dispositifs sont maintenus pour permettre de faire face aux conséquences de ces épidémies. Dans un autre registre, le ministre de Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies d'Information, José Panda, a annoncé les projets de construction d'un immeuble qui servira de futur siège de l'Union africaine de télécommunications. Il a également évoqué les avancées réalisées par le gouvernement pour réduire la fracture numérique dans les 145 territoires du pays, en insistant sur l'amélioration de l'accès à la connectivité dans les zones rurales. Le ministre de Postes Télécommunications a informé le Conseil du projet de construction
d'un immeuble devant abriter le siège de l'Union africaine de télécommunications UAT, à côté des efforts déployés pour la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la connectivité dans nos 145 territoires, les gouvernements a finalisé le processus de rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. C'est dans ces cadres que sera construit un immeuble qui abritera le siège définitif de cette organisation sous un modèle de partenariat public-privé, dossier qui est à l'étude à l'unité des gestions de partenariat public-privé du ministère du Plan. Cette annonce a traduit la volonté du gouvernement de renforcer à la fois la santé publique et l'infrastructure numérique, deux leviers essentiels pour le développement durable du pays. En sport, qualifié pour le barrage intercontinental de qualification pour la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo va, avant cela, disputer la CAN 2025 au Maroc afin d'affûter justement leurs armes pour cette compétition qui aura lieu à partir du 21 décembre prochain. Les Léopards vont affronter l'Angola également en préparation pour le tournoi. Ça sera le 13 décembre 2025 en Espagne. Myriam Elikio pour le commentaire. Des Congo sera un duel entre techniciens français puisque le Ponongas Negras sont coachés depuis 2 mois par Patrice Boumel, ancien adjoint historique d'Hervé Renard, tandis que le Léopard les sont depuis août 2022 par Sébastien Desabre. Les deux équipes se sont confrontées à 17 reprises depuis l'indépendance de ces deux pays et ce sont le Léopard qui mène largement avec 8 victoires contre 3 pour le Ponongas Negras et 6 matchs nuls. Ces derniers dates remontent au 6 janvier 2024. Alors, rassemblés à Dubaï, Émirats d'Arabie Unie, pour préparer la CAN, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. Les préludes à un bon parcours lors du tournoi en Côte d'Ivoire qui avait vu l'Angola atteindre les quarts des finales et la RDC les demi-finales avec la clé d'une 4e place. Cette année, la RDC évoluera dans le groupe D en compagnie du Sénégal, du Botswana et du Bénin, tandis que l'Angola fera partie du groupe B avec l'Égypte, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la page nationale. Tout de suite, la page internationale. Chercheurs, entrepreneurs et investisseurs réunis autour de l'innovation Emerging Valley étaient de retour pour une 9e édition dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence en France. Depuis 2017, ce sommet consacré aux startups émergentes a pour mission de créer des passerelles entre l'Afrique et l'Europe afin de construire les alliances numériques de demain. Myriam Lekio pour le commentaire. Dans un monde ultra connecté, ces partenariats doivent notamment permettre à l'Afrique de renforcer sa souveraineté numérique. Une journée de rencontres et d'échanges pour renforcer par ailleurs l'accès des start-up africaines au financement. Un financement encore limité, notamment en raison de la conjoncture économique actuelle. En 2024, les investissements dans les start-up technologiques africaines auraient chuté de 50% selon un rapport des Start Africa. Seuls 200 auraient bénéficié d'un accompagnement financier. Un accès au financement pourtant crucial au vu de l'impact des startups africaines sur la croissance économique du continent. Fort de constat, plusieurs initiatives ont vu le jour pour accompagner leur développement à l'instar de Digital Africa, la filiale des Proparco du groupe AFD qui a pour ambition de soutenir 200 startups africaines dans le cadre de la feuille de route 2022-2025. À l'international toujours, sachez qu'une haute cour au Kenya a déclaré, je le disais au sommaire jeudi, inconstitutionnelle certaines sections d'une loi sur les semences qui empêchent les agriculteurs de partager et de vendre des semences indigènes. Une décision qualifiée de victoire historique pour la sécurité alimentaire par les défenseurs de l'alimentation. C'est une loi sur les semences signée en 2012. Les agriculteurs au Kenya risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million de shillings Kenya, représentant à peu près $7,000 américains pour avoir partagé des semences via leur banque communautaire. Regardez.
La juge Rhoda Ruto a déclaré jeudi que les sections de la loi donnant aux responsables gouvernementaux le droit de perquisitionner les banques de semences et de saisir les semences étaient également institutionnelles. La loi avait été introduite comme une mesure visant à freiner la vente croissante de semences contrefaites qui entraînent de pertes dans les secteurs agricoles et réservait le droit exclusif de commerce de semences aux entreprises agréées. L'affaire avait été déposée par 15 petits agriculteurs membres de banques communautaires de semences qui fonctionnent depuis des années en préservant et en partageant des semences entre collègues. Un agriculteur, Samuel Watom, qui faisait partie de ces 15 agriculteurs, a déclaré que les anciennes pratiques agricoles avaient été réhabilitées. Les défenseurs de l'alimentation ont par le passé encouragé les gouvernements à travailler avec les agriculteurs pour préserver les semences indigènes comme moyen de garantir la sécurité alimentaire en offrant davantage de variétés végétales. On pensait que les semences indigènes sont résistantes à la richesse. On pensait que les semences indigènes sont résistantes à la sécheresse et adaptées aux conditions climatiques de leur région d'origine, ce qui leur permet souvent de surpasser les semences hybrides. Le Kenya dispose d'une banque nationale de semences près de la capitale Nairobi où les semences indigènes sont conservées dans des chambres froides. Mais les agriculteurs affirment que les banques communautaires de semences sont aussi importantes pour la diversité et la proximité avec les agriculteurs. Le pays a été confronté à des difficultés dans les secteurs de semences où des semences contrefaites ont été vendues aux agriculteurs, entraînant des pertes de plusieurs millions de shillings dans un pays qui dépend d'une agriculture pluviale. Voilà qui met un terme à ce journal dont voici les principales articulations. Alors que Kinshasa et les représentants de la rébellion du M23 ont signé un accord cadre à Doha visant l'apaisement des affrontements sont régulièrement signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces attaques relancent les interrogations sur les motivations réelles du mouvement rebelle et sur la portée effective de ce document signé entre les deux parties. Au sommaire également, nous avons parlé de la visite du chef de l'État en Serbie qui a réaffirmé devant la diaspora congolaise sa détermination à entériner l'accord de paix de Washington signé avec le Rwanda, tout en excluant catégoriquement tout brassage et mixage avec les forces négatives. Nous avons également parlé du Kenya où une haute cour a déclaré jeudi inconstitutionnelle certaines sections d'une loi sur les semences qui empêchent les agriculteurs de partager et de vendre des semences indigènes, une décision qualifiée de victoire historique pour la sécurité alimentaire par les défenseurs de l'alimentation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête de semaine à tous. Vous a été présenté par Font des promotions de